Alright. Donc, bienvenue à cet avant-dernier cours sur notre cours d'Hypermédia 2 et notre dernier cours sur Express. Avant de commencer notre section sur Express, on va prendre un petit détour. Donc, maintenant qu'on a vécu la gestion d'applications avec Express, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je fais un changement, de devoir arrêter mon serveur, de devoir le repartir, de devoir rafraîchir ma page, c'est un processus qui est long et fastidieux. En tant que programmeur, en tant qu'informaticien, okay, ça n'a pas d'allure. On travaille très fort pour ne pas travailler, donc pour automatiser toutes nos tâches. Donc, on veut essayer de régler cette problématique-là. C'est ce qu'on va voir premièrement aujourd'hui. Donc, on va regarder un package de NPM qu'on va pouvoir rajouter à nos différentes applications pour pouvoir nous aider à mieux gérer le redémarrage de nos serveurs de tout genre avec Node, dans notre cas d'Express. Donc, l'application, le package qu'on va aller chercher, ça s'appelle NodeMon. Donc, en ce moment, vous devriez être capable de voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, dites-le haut et fort pour que je change les choses. Mais on va aller regarder le package NodeMon pour être capable d'utiliser ici. NodeMon, c'est quelque chose pour s'aider avec Node qui va automatiquement repartir notre application Node. Dans ce cas-ci, c'est Express, l'application Node qu'on utilise. À chaque fois qu'on a un changement de fichier. Quand je change un fichier, ça va automatiquement repartir l'application pour moi. Ça va être magique. On va regarder comment installer puis configurer cette application-là dans nos différents projets. J'ai déjà préalablement créé un nouveau projet d'Express. Donc, dans les projets d'Express, j'ai utilisé le Express Generator, comme on a vu la semaine passée. Je me suis fait un NPX Express Generator. J'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle Route API, parce que c'est les routes qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on a ça de déjà préfait. Donc, on est capable de revoir notre élément. On est capable de faire notre npm start d'ici. Puis, à l'intérieur, si je m'en vais à mon localhost 3000, j'ai mon Express qui est fonctionnel. Là, ce que je veux, c'est être capable de remplacer l'exécution normale par l'utilisation du package NodeMon. La première chose qu'il va falloir faire, c'est installer NodeMon. Donc, il y a différentes manières de le faire. On peut l'installer directement dans notre package en utilisant la commande npm install. En passant, si on veut prendre des raccourcis, on peut juste marquer i, parce que des informaticiens, ça aime ça les raccourcis. Puis, on va installer NodeMon. En fait, c'est le Node Monitor, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça check les fichiers. On installe NodeMon. Il ne devrait pas avoir de problème, ça devrait juste s'installer sans rien demander. Il y a les vulnérabilités qui ne sont pas critiques pour nous, là, parce qu'on fait juste du développement local pour l'instant. Donc, on a NodeMon installé. Là, ça veut dire que je peux l'utiliser. Pas encore ici, il va falloir que je l'utilise dans mon npm start, en fait. Donc, je peux commencer à l'utiliser dans mes projets. Pour être capable de l'utiliser dans le projet, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller changer l'utilisation standard de notre npm start. Là, c'est des choses qu'on avait juste parlé par la bande, là, mais quand on installe un projet avec Node, il y a tout le temps le package.json qui va indiquer c'est quoi les différents packages, c'est quoi les différents packages d'NPM qui doivent être installés avec notre application. Dans ce cas-ci, on a toutes les différentes applications qui viennent avec Express. Donc, on a Express, on voit qu'on a Jade, Morgan, Debug, Cookie Parser, des choses comme ça. Puis, on peut voir qu'il y a NodeMon qui vient d'être rajouté à la liste parce qu'on vient tout juste de l'installer manuellement. Il n'était pas là il y a quelques secondes. Ce que je vais vouloir faire, c'est, je peux voir ici dans les scripts, j'ai le start. Quand j'écris npm start, ça va aller chercher ici, voir qu'est-ce qu'on est supposé de faire. Donc, quand j'écris npm start, c'est en fait que ça l'exécute Node, puis ça va chercher le dossier bin www qu'on avait vu qui était le dossier principal pour partir mon serveur Express. Pour être capable d'utiliser NodeMon, ce que je vais devoir faire, c'est remplacer la commande de Node
avec la commande nodemon. That's it. Donc le principe de nodemon, c'est que ça va partir un processus additionnel, mais ça va quand même partir node de manière normale. Donc j'ai juste besoin de remplacer le node par nodemon. Je sauvegarde ça. Et maintenant, si je m'en vais dans mon application, je fais mon npm start. Je vois ici que c'est nodemon qui est parti. Puis je peux voir ici que ça a parti le bin www. Puis je peux voir ici que nodemon est rentré, a commencé à faire les choses. Fait que si je retourne sur mon localhost, je peux voir que l'express, je peux voir que toutes les gets sont là. Je peux voir que mon app, ok, il est ici, tout va bien. Mais si je commence à changer du texte quelque part, ok, fait que ici, je pourrais marquer app.get / OK. On avait vu qu'on a ensuite une arrow function qui va me permettre de faire le traitement. Puis on va avoir ici le res.send. Okay. Je sauvegarde mon fichier. Puis je peux voir ici que ça l'a détecté qu'il y a eu des changements. Puis je peux voir que ça l'a reparti mon élément. Fait que maintenant, si je m'en vais ici, puis je clique sur OK, je peux voir qu'il y a eu le OK, puis il s'est rendu à ma nouvelle fonction, OK, qui a automatiquement été loadée quand mon serveur a été redémarré. Fait que cette première possibilité-là avec nodemon me permet d'avoir un environnement de développement plus dynamique qui va me permettre de ne pas avoir à repartir à chaque fois mon serveur quand je fais un changement. Bémol ici, hein, puisque on est en train de faire les serveurs d'API majoritairement, les modifications ne seront pas rafraîchies dans le navigateur. Donc ça va être à nous de rafraîchir ici, si admettons je veux changer le hello, puis je veux dire bonjour à la place. Quand je sauvegarde, okay, on voit que ça a refreshé sans le serveur, mais pas sur la page, hein, parce qu'on a eu juste le résultat. Fait qu'on a bonjour qui est maintenant écrit. Un autre élément que je voulais vous montrer quand on est en train de tester nos différents serveurs avec nos API, hein, donc quand on est en train de construire nos API, on a souvent des requêtes qui reviennent, on a souvent des éléments qui travaillent avec ça. Fait qu'il y a des outils, il y a des applications qui sont spécialisées pour être capable de faire des requêtes, de recevoir la réponse, puis d'être capable de nous la démontrer de manière facile et conviviale. Donc, il y en existe plusieurs. Il y a Postman qui existe. Moi, particulièrement, j'aime bien l'application Insomnia. Fait que je marque App ici. OK, donc on peut voir ici que c'est fait pour créer des API. Hein? Donc ici, on peut utiliser ce qu'on appelle le Insomnia Core. Donc c'est fait pour des API de type REST. Hein? Donc c'est ça que nous autres, on est en train de développer avec les différentes routes puis les différents endpoints. Donc on va être capable d'utiliser ça. Il me semble que je l'ai déjà installé, on peut vous le montrer. Ici... Yep. Là, donc, on a ça ici, cette application-là, qui me permet de faire des requêtes, puis qui va me permettre aussi de plus facilement, qui va me permettre aussi de répéter des requêtes plus facilement. Donc, ici, quand je veux faire des nouvelles requêtes, je peux partir, je veux une nouvelle requête, on va dire, mettons, main page, et je veux faire localhost 3000. Je peux voir ici que ça me donne le résultat que j'avais. Et je peux même voir le header, ok, tout ce qui était dans la requête, tout ce qu'on avait. Si je fais une nouvelle requête, puis je teste mon ok. Je peux faire mon localhost 3000-OK. Puis je peux voir ici, ok, l'élément. Je peux même voir le raw data qui est sorti de là. Donc, ça me permet de voir plus facilement qu'est-ce qui se passe. Si on reprend qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée.
Et admettons qu'on met un objet de type JSON à l'intérieur de ça. On met encore le localhost 3000/JSON REST. Et je peux voir ici que on a soit le raw data, mais on peut le voir aussi en Visual Preview, que ça me le donne d'une manière que je peux mieux voir le JSON. Mais le principe, c'est que chacune des requêtes est restée sauvegardée. Fait que si je fais juste double-cliquer sur la requête, ça refait la requête pour aller la tester. Puis on peut voir que il se repasse ici, je peux refaire send, puis j'ai pas besoin à chaque fois de retaper le code. Souvent, on va avoir des requêtes qui vont être de plus en plus complexes. Donc, il va falloir aller regarder ce genre de choses-là. Excellent. Donc, on est bon avec cette partie-là. Donc, deux outils qui vont nous servir dans le développement de nos API. On a... Oui! Fait que le but ici, c'est d'avoir un testeur rapide pour nos différents chemins d'API. Donc, le principe, c'est que dans la barre de gauche, on va avoir différents chemins que je vais pouvoir pré-tester, c'est comme pré-rentrer, qui sont supposés des chemins qui font des choses intéressantes. Fait que à partir de là, quand je clique dessus puis je fais le send, ça fait la requête puis ça m'affiche le résultat. Mais non seulement ça m'affiche le résultat en HTML, mais je peux voir aussi tout qu'est-ce qui vient avec directement en raw. Je peux voir les headers qui viennent avec. Donc, c'est un outil qui me permet de plus facilement tester mes API. Est-ce que ça répond à ta question ou c'est encore flou? Exactement. Exact. Excellent. Donc, ça fait le tour des deux applications que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On a ensuite le restant d'Express. On va regarder le principe de middleware. Oui. Si on travaille avec quoi? Ouais. Ça va être exactement la même chose. Donc, par défaut, quand tu vas aller dans WebStorm, c'est le même principe. Ici, on va aller de ce côté-là. Je vais ouvrir mon API que j'avais créé. Donc, par défaut, ici, tu pouvais cliquer sur celui-là pour le partir. Là, il va falloir que tu ailles... Bon, premièrement, il faut que tu ailles installer le package pareil. Là. Donc, si on regarde dans le package.json, NodeMon n'est pas là. On peut npm et NodeMon. Et on peut voir qu'il apparaît de plus dans les packages. Et à partir de là, on peut aller ici directement changer soit les éléments. On peut-tu aller partir de là plus facilement? Je pense que ça va être mieux de juste le partir par... ici, on a le npm start comme d'habitude, comme on avait. Fait que dans notre package.json, on peut avoir notre NodeMon comme la dernière fois. Puis en fait, tu peux juste cliquer sur le start ici si tu veux. Une fois que tu es dans le package.json. Fait que là, à partir de là, tu peux créer une NodeMon ici, soit cliquer sur start ici, soit cliquer sur start ici. Puis quand tu cliques sur le start, il va apparaître comme une option. Puis ici,
Ouais, là, le port 3000 est déjà en utilisation parce que j'ai mon autre application d'ouverte. Okay. Si je repars ça, j'ai le Nullmon qui part correctement. Que même principe, on installe la librairie, on va changer le script dans le package.json, le script de start, et on peut utiliser le run pour être capable de le partir à la place d'utiliser l'application habituelle de Node avec le bin www. Ça fait le tour avec WebStorm. On a maintenant les deux de couvert. Parfait. Fait que on retourne à Express et on va aller regarder les principes fondamentaux des middleware. Donc, premièrement, il va falloir expliquer c'est quoi le principe du middleware. Ça porte bien son nom. Le middleware, c'est quelque chose qui s'en va dans le milieu. Donc, on a, quand on travaille avec une requête, hein? Donc le principe, c'est toujours, ici c'est un serveur web. Le but, c'est que tu aies une requête, puis que le serveur reçoit, puis un moment donné, le serveur va envoyer une réponse. Hein? C'est ça le principe fondamental d'un serveur. Ça reçoit des requêtes, ça envoie des réponses. Fait que le principe de middleware, c'est l'outil qui vient se mettre entre ces deux éléments-là, entre la requête et la réponse. Donc, le middleware va être capable de traiter la requête et d'émettre une réponse. Mais qu'est-ce qui est fondamental à comprendre avec le principe de middleware? C'est que ça vient en couches. Donc, on va pouvoir avoir, quand on reçoit la requête, une première couche qui fait quelque chose, qui va passer la requête à une deuxième couche, qui va passer la requête à une troisième couche, qui va passer la requête à une quatrième couche, puis là, cette quatrième couche-là, elle va finalement décider d'envoyer la réponse. Donc, le but du middleware, c'est d'être capable de prendre une requête, de faire un traitement quelconque, puis d'être capable de soit l'envoyer à un prochain niveau de middleware, soit d'être capable d'émettre une réponse. Donc, le principe du middleware, c'est en gros les différentes fonctions, hein, les différents blocs qui vont traiter notre requête. Il faut comprendre que c'est en niveau. Tu peux passer à travers plusieurs étapes de middleware avant de dire « je suis prêt à en renvoyer une réponse à la requête initiale ». Donc, j'ai une requête, j'ai un ou plusieurs niveaux de middleware, puis j'ai une réponse qui sort en sortant, puis qui va être envoyée à mon navigateur. Fait que les fonctions de middleware, en fait, on en a créé tout plein. Donc, quand on regardait en utilisant les fonctions get, c'était des fonctions pour créer des middleware. Donc, on créait en fait la dernière étape, hein, juste avant d'envoyer la réponse, hein, parce qu'on utilisait le res.send. Donc, c'était comme la dernière étape qui était capable d'être utilisée. Mais ce n'est pas nécessairement ça. On va voir qu'on peut créer des middleware qui font juste passer puis aller travailler avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on va aller regarder les fonctionnalités de base du middleware. Donc, si on regarde, c'est qu'est-ce qu'on a vu implicitement la semaine passée. Donc, on part tout le temps de l'app. En tout cas, on part tout le temps d'un objet quelconque qui a les différentes fonctions avec lesquelles on veut travailler. On a ensuite la méthode HTTP qu'on veut utiliser. On va voir qu'il y a certaines méthodes qui sont spéciales, qui ne sont pas les méthodes HTTP qu'on va pouvoir utiliser. Et que ça ici, cette fonction-là prend deux paramètres. Comme premier paramètre, ça va prendre la route, hein, ou le chemin d'accès à laquelle cette fonction-là, ce middleware-là va être appliqué. Parce que le principe pour savoir quel middleware j'utilise, ben, ça se peut que j'en aie différentes configurations. Si tu t'en vas à user, tu t'en vas par là. Si tu t'en vas à index, tu t'en vas par là. Si tu t'en vas à about page, tu t'en vas par là. Donc, il peut y avoir différentes étapes, mais ça se peut que tu commences à un endroit, puis après ça, tu bifurques pour aller dans d'autres chemins. Donc, tu peux avoir des middleware qui travaillent sur tous les éléments de requête, comme tu peux avoir qu'il y a des middleware qui vont travailler sur certains éléments de requête. Donc, ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de flexibilité sur
comment je vais traiter ma requête. Donc, on a ici comme deuxième paramètre, OK, la fonction de middleware. Donc, la fonction de middleware, c'est une fonction qui va prendre jusqu'à 3 paramètres. À présent, on en avait tout le temps juste utilisé 2. Hein? Donc, on avait vu la requête elle-même. Donc, si on regarde là, la requête, c'est qu'est-ce que le navigateur a envoyé comme requête. Donc, c'est quoi la page qui a été demandée? Y avait-tu des cookies avec? C'était quoi les différentes propriétés avec un post? C'est quoi le body de la requête? Donc, on a différentes propriétés qu'on peut aller chercher. C'est comme le base URL, le body de la requête. Est-ce qu'il y avait des cookies? Donc, l'IP, OK, de la requête. Le type de méthode, si c'est pas spécifié. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent représenter c'est quoi les différentes requêtes qu'on est en train de traiter. Donc, ça, c'est tout dans l'objet qui est la requête, le rec. Donc, tu peux toutes les utiliser, tu peux toutes les lire. Puis, en fait, cet objet de requête-là, on va voir qu'on peut même le modifier avant de le passer à un prochain middleware. Deuxième objet qui va être invoqué, qui va être dans notre fonction de middleware, ça va être la réponse. Donc la réponse, ça va être qu'est-ce que je veux envoyer dans ma réponse, qu'est-ce que je veux retourner comme élément. On avait vu que nous, habituellement, on utilise le send pour envoyer quelque chose, mais il existe un paquet de propriétés, puis un paquet de méthodes aussi qui existent pour envoyer différents éléments. Fait qu'on peut voir ici dans les méthodes, tu as append, tu peux envoyer un attachement qui est littéralement le download d'une image, tu peux setter des cookies, tu peux clearer des cookies, tu peux dire de downloader, OK? Tu peux juste dire j'ai un end avec un statut quelconque, OK? Donc on a aussi la méthode statut plus loin dans les statut, hein, qui me permettrait de... parce que par défaut, c'est le 200, hein, le code OK qui va être envoyé, mais si c'est pas le bon code, hein, ou s'il y a un problème quelconque, on peut décider du code de retour de notre requête HTTP. On peut spécifier c'est quoi le type par défaut, donc habituellement le send va comme auto-configurer ça, là, mais si on a besoin, on peut vraiment avoir toutes les options qui viennent avec. C'est pas des choses que habituellement on va utiliser quand nous on fait juste construire des API, mais le point c'est qu'Express essaye d'être un serveur web de tout genre, pas juste pour créer des API. Fait que on a ça de disponible. Parfait. Puis le dernier, okay, le paramètre qu'à date on n'a pas utilisé, ça va être le next. Donc le next, c'est pas un élément que c'est pas un objet, c'est en fait une fonction qui est automatiquement donnée. Puis qui va me permettre de dire « Hey, dans ce middleware-là, je ne veux pas envoyer de réponse. Moi, j'ai terminé avec la transaction. Passe au prochain dans la liste. » Donc, j'avais dit que on peut avoir un paquet de middleware. Jusqu'à date, nous autres, on avait tout le temps fait les derniers dans la file qui envoyaient la réponse. Mais là, on va essayer de faire ceux avant qui vont me permettre de passer la requête à quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir utiliser le next qui va me permettre de faire cette requête-là. Come on, barre. Et voilà. On a donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu jusqu'à date? Hein? Donc le get, le slash, le function, le rec. On a le send avec le hello world. Ça va bien. Fait que si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus différent, hein? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, avant nos use, un middleware qui va être capable d'utiliser toutes les requêtes. Donc, jusqu'à présent, on a vu des middleware qui utilisaient tout le temps des chemins d'accès. Hein? Donc, le get, on avait les éléments. On a d'autres possibilités. Donc, premièrement, on va avoir la méthode use. Donc, à place d'utiliser la méthode spécifique de get,
on peut utiliser la méthode use. Si on va voir dans la documentation, qu'est-ce que ça nous dit sur le use? Donne-moi application. On va le use. Fait que le principe, c'est que use, ça va être utilisé pour toutes les requêtes. Donc, ça va juste utiliser un path, mais on peut voir ici que le path est facultatif. Fait que ça va utiliser ça pour n'importe quelle requête, que ce soit un post, que ce soit un get, que ce soit un delete. OK? Donc, si je veux l'utiliser pour tous les types de requêtes, je vais utiliser le use. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un app.use. Puis à ce point-là, je peux avoir un path, mais si je n'en mets pas, ça va tout simplement le faire pour toutes les requêtes. Un use qui envoie directement une fonction va juste être appliqué sur toutes mes requêtes. Fait que on va continuer ça. Fait que j'ai ici ma méthode à l'intérieur. Donc, j'ai mon use. Je suis en train de créer un élément qui va être le use. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Ben, ici, je veux juste un console log. Qui va juste dire « Hey, je suis ici ». Là, le principe, c'est que si j'essaie juste de faire ça, OK? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe quand j'essaie juste de faire ça. Voilà mon localhost. Puis, j'essaye quelque chose. Je peux voir en ce moment que le log, en ce moment, il est apparu. Hein? Donc, le console log est arrivé. Mais je peux voir en ce moment là, que la requête là, est en train de tourner là, à timeout en ce moment. Parce que quand lui a terminé de faire ça, il n'y a pas personne. C'est comme si il a arrêté sa job, mais il n'a pas dit à l'autre personne qui est supposée être après lui qu'elle est supposée commencer. Fait qu'en ce moment, la requête n'aura juste jamais de réponse. Le serveur lui a terminé de délai avec ça, puis ben, le client, hein, notre navigateur, il est laissé dans le pétrin. Donc pour être capable de dire, gars, une fois que j'ai fait mon console log, je vais vouloir passer à la prochaine étape. C'est ça que le next va nous permettre de faire. Donc, l'appel à la fonction next me dit j'envoie la communication, OK? Puis, tu peux passer au prochain dans la liste. Fait que là, il va commencer à continuer comme ça. Un autre élément qui est extrêmement important, peut-être que vous avez pu vous en rendre compte quand vous avez fait l'exercice de base d'Express, l'ordre dans lequel je les écris est extrêmement important. Parce que lui, il va aller les utiliser dans l'ordre qui apparaissent. Fait que je peux voir ici que j'ai mis mon use avant l'utilisation des différents endpoints qui envoient un send. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne avec tout ça. On a le OK. Fait que je peux voir ici, ça marche, ça l'a fait le OK. Je peux voir ici que j'ai eu mon log qui m'a démontré qu'est-ce qui se passait. Fait que excellent, ça a bien été. Puis je peux voir que ça a fait le bonjour. Si je change les choses, OK? Donc on restart mon affaire. Puis je fais mon use après mon élément. Donc ça vient de restarter. Je réessaye mon OK. Je peux voir que le OK a fonctionné. Donc ça fait un 304 à la place de 200 parce que c'était la même réponse. Ça a déjà été ici, tu n'as pas besoin de le revoir. Mais le principe, c'est que le log n'est juste pas apparu. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé ici, là, puis qu'il a fait le send, ben le send fait, moi j'ai fini de travailler, toutes les middleware ils ont fini de travailler, fait qu'on peut renvoyer la réponse, c'est pas un problème. Fait qu'il faut faire attention ici à l'ordre dans lequel on utilise les choses. On a ici le console log qui doit arriver avant. Maintenant, quand j'ai le OK, j'ai le We Are Here qui apparaît. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça ici. OK, donc on a le log qui apparaît.
Mais en fait, le log qui apparaît là, c'est purement un autre middleware. Hein, parce qu'à la place de we are here, là, je pourrais très bien mettre, mettons, rec.method. Hein? Puis à ce point-là, j'ai le début du get. Puis si je décide, hein, je peux mettre. Attends, je vais mettre des choses en backtick avec nos accolades. Puis là, je peux dire même principe. Rec. Base URL. Ou c'est juste URL seul? Et je peux voir ici, je suis en train de reconstruire littéralement, hein, le logger qui est ici. Si le logger, je l'enlève, en ce moment, j'ai juste mon log à moi. Hein? Donc, j'ai juste mon getOkey. Parce que ce logger-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça prend les éléments de la requête et ça fait juste faire un console log avec. On voit ici qu'on est capable de voir qu'est-ce que cet élément-là était capable de faire. Fait que le principe ici, c'est quand j'utilise les différents middleware, on a plein de middleware qui sont juste loadés au début pour être capable de nous faciliter plusieurs fonctionnalités de base. Puis une fois qu'on a fini avec ça, on peut commencer à utiliser d'autres éléments qui peuvent être pertinents dans mon programme. Alright. Fait que ça, c'est le principe de créer des middleware. Y a-t-il d'autres choses à dire par rapport à ça? La prochaine étape, ça va être les routes. Donc, on a différents niveaux de middleware. Donc, on a le Application Level Middleware. Hein, donc, ça veut dire que l'application fait une configuration globale qu'on peut utiliser. Mais on va voir qu'on a un... Ça ici, c'est en gros tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a... Puis il y a des variations spéciales, là, mais ce n'est pas des choses qu'on va rencontrer habituellement. Là. Ce qu'on va rencontrer, par exemple, c'est ce qu'on appelle des middleware au niveau du routeur. Donc ça va me permettre de mieux placer mon application à l'intérieur de différents composants, en fait, de décomposer mon application. Parce que là, en ce moment, si je veux faire un API qui a plein de routes possibles, je devrais avoir tout ça dans mon app.js. Ce qui est pas exactement super. Fait que on va utiliser un outil qui est le routeur qui va me permettre de avoir des routes spéciales. Fait que pour être capable de faire ça, on va se créer un routeur. Fait que là, ici, ils utilisent var partout, là, ils devraient utiliser let, là, ils sont dans la mauvaise version, là, mais juste par on fait comme dans la ville où on habite. On va l'appeler ma route. Et on va se créer un routeur. OK? Donc le principe ici, c'est j'ai mon app, mais j'ai maintenant un routeur qui va être capable de faire la majorité des choses que l'app est capable de faire habituellement. Fait que ce que je vais me faire ici, c'est à place d'être dans l'app, je vais être dans mon routeur, puis lui va être capable d'avoir des éléments qui vont être propres à lui, mais qui vont avoir la même syntaxe que qu'est-ce qu'on a fait du côté de l'app. Donc là, ici, je ne fais pas des grosses requêtes, je veux juste démontrer que la route peut avoir différents éléments.
send et on va voir mes patates. Alright. Donc, j'ai un routeur qui est setupé pour qu'est-ce que je veux faire. Là, le principe, c'est que le routeur n'est pas directement assigné à la route principale. Donc, si je retourne dans mon localhost, puis je fais en ce moment mon test, OK, ça ne marche pas en ce moment. OK, je n'ai pas rien qui m'envoie directement à test. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux plugger mon routeur sur une route qui va mener vers ces sous-routes-là. Pour être capable de faire ça, je vais utiliser mon app.use, puis je vais dire, mettons, Mega API. Fait que là, ici, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai créé, en haut de ça, un routeur, okay, qui va être comme un mini-app, un emplacement où c'est que je peux faire des configurations. Fait que là, ici, je fais mes différentes configurations, je fais test, je fais patate, et ainsi de suite. Mais là, je veux l'accrocher après mon application principale. Fait que dans mon app, je vais dire, si tu commences par Mega API, utilise ensuite les éléments de ma route. Fait qu'est-ce que ça implique, ça, de l'accrocher après lui? Ça veut dire que pour accéder à test et accéder à patate, il faut absolument partir de Mega API. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que test n'est pas disponible là, mais si je vais dans Mega API, test, j'ai maintenant accès aux éléments de la route. Ça aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est de limiter le texte qu'on a à écrire. Donc, j'avais une question qui est apparue, mais qui a disparu. Je ne sais pas si... Oui, totalement. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé dans l'application principale, là, quand vous le faites. Là, il y en a déjà 2 qui existent. Puis, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir des routes qui sont dans des fichiers externes. Puis, on peut en avoir autant qu'on en veut. Fait que si on regarde, on a l'index, okay, qui utilise le Express Router, puis qui va faire un get de qu'est-ce qu'il a besoin, lui. Puis, on a ensuite le user, hein, que lui, il est dans /users. Puis, lui, dans le slash, il va dire va chercher telle ressource. Hein? Puis, le principe ici, c'est que si dans mon routeur, mettre un slash, faudrait que je mette des parenthèses. Hein, donc, si je mets un slash au niveau du routeur, ben, ça me permet ici d'aller chercher juste l'élément directement. Là. Donc, ça ici, je peux décider de mettre ça dans un fichier externe. Puis à partir de là, je peux l'importer comme il y a dans l'application de base. Donc, on peut voir ici que c'est une application de Node, puis que ça utilise le mot-clé require à la place de l'import. Encore une fois, tu peux faire comme dans la ville où c'est que tu habites, mais tu peux aussi utiliser le même genre d'importation qu'on a fait avec React avec les différents modules. Ça devrait aussi fonctionner. Donc, on peut avoir des routeurs qui sont dans d'autres fichiers, puis qui vont avoir comme une route préétablie pour qu'est-ce que tu as besoin de faire. Exactement, là. C'est vraiment de répondre à différentes requêtes de la même manière que si on retourne à ce site-là, hein, le JSON placeholder,
qui nous donnait un API quelconque. Hein? Donc, il y avait un API pour post, il y avait un API pour comments, il y avait un API pour album, il y avait un API pour photos. Et que ça ici, ce serait toutes des routes différentes qui, à l'intérieur, ont des sous-routes que je peux tester. Et que ça me permettrait de faire un routeur pour chacun, puis là, d'aller travailler dans chacun, puis de juste avoir leur configuration individuelle. Excellent. Et que ça ici, c'est vraiment les éléments fondamentaux pour être capable de se créer des API semi-convivialement avec Express. Donc, avec ça, ça conclut en fait qu'est-ce qu'on voulait voir avec les librairies de Express. Donc, à ce point-ci, hein, on est capable de prendre nos applications de front-end, hein, on est capable de faire des single-page applications qui vont être capables d'avoir des éléments qui sont dynamiques à l'intérieur. Puis, on avait vu dans le milieu de session comment est-ce qu'on peut aller faire des requêtes à des API externes, hein, puis d'importer ces requêtes-là à l'intérieur de nos applications React. Là, on vient de regarder Express, qui va me permettre de construire le serveur web que je veux utiliser. Donc, comment je fais pour créer l'API à laquelle mon application React va faire une requête. Fait que, avec ça, on va être capable de faire la gestion de différentes ressources, différentes possibilités, OK? Par rapport à, on pourrait avoir ici des données, OK, des listes ou n'importe quoi qui pourrait être géré. Mais le problème, c'est que on a encore un point faible. Tu sais, là, au début, je rewind, là, je me suis lancé sur des choses. Là. Avec juste notre application React, la problématique, c'est que si je rafraîchis ma page, j'ai perdu toutes les données qui étaient déjà enregistrées à l'intérieur de la page. Fait que pour régler à cette problématique-là, on va avoir notre serveur d'API qui va pouvoir communiquer avec notre page React, puis qui va fournir les données à la page React. Fait que ça va faire en sorte que même si je rafraîchis la page, il va reconnecter avec le serveur, puis le serveur va lui dire, ben gars, t'avais ça comme information, c'est ça qui est disponible. Là, la problématique, c'est qu'en ce moment, si le serveur crash ou que je le ferme, les données étaient éphémères, OK, on les a perdues. Fait que demain, ce qu'on va voir, puis comment on va conclure le cours, ça va être de voir comment faire une application full stack. Fait que d'être capable d'avoir le front-end, le back-end, puis que derrière ça, il y a une persistance avec les bases de données. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je vous laisse un peu de repos avant de commencer le projet intégrateur. Fait que ça serait juste ça pour aujourd'hui. On se revoit demain pour être capable de voir un démo d'une technologie full stack, puis de voir la présentation du projet final. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se laisse aujourd'hui? Ça a bien été? Oui, bien certainement. Oui, certainement. Ben oui. Fait que ici, tu demandes comment est-ce qu'on fait pour sortir ça dans un autre fichier? C'est ça que tu demandes? Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut même aller le rajouter. Là, il y a déjà un dossier route. Fait que on va ici se créer un nouveau fichier. On va l'appeler, mettons, Mega API. Yes. Si on regarde, on peut se baser sur les fichiers qui nous sont déjà été donnés. Fait que je peux très bien juste prendre ça ici, mais je vais juste reprendre les requêtes. Fait que là, ici, je peux enlever les requêtes qui sont là, venir les déposer ici. Je peux voir ici qu'il a appelé routeur à la place. Là. Fait qu'on peut très bien garder la même l'appellation. Fait qu'on a gardé le principe de j'importe la librairie elle-même,
je déclare une variable qui va être mon routeur, je set up mes différents éléments, puis ici, on fait l'exportation de cette variable-là. Une fois que j'ai ça, quand je retourne dans mon app.js, on va l'appeler, mettons, API Router. Donc ça reste pareil. Où c'est que je mets mais là, il va falloir que je déclare c'est quoi API Router. Et que si je retourne, je regarde comment ça a été fait pour les autres. Je peux voir. Hop. Ok, ici, on a API Router. Et on l'a appelé Mega API. Fait que on a créé un fichier qui, à l'intérieur, avait les routes que j'ai construites, qui exporte ces éléments-là dans notre module. On a ensuite la création de la variable dans mon application principale, que je vais pouvoir monter sur un chemin de mon application principale. Et donc, j'ai donné un nom qui a été de mon propre cru. J'aurais pu l'appeler Banane Router. Puis après ça, j'utilise le use pour dire fallait pour toutes les requêtes qui sont sur ce chemin-là. Donc, pour toutes les requêtes qui sont sur ce chemin-là, va utiliser le routeur que j'ai créé qui va gérer ça avec ses différentes sous-requêtes. Avec ça, je devrais être capable de continuer à utiliser mon Mega API qui est maintenant dans un fichier séparé. Est-ce que ça répond à ton questionnement? Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Sinon, on se la prend doucement avant le blitz final. Puis on se reverrait demain pour notre application Full Stack. Excellent!